Alors Fabio Denis Romero est chargé de recherche, c'est ça, à l'Institut Néel. Bon, il travaille sur des composés de Ca2MnO3X, où X c'est du chlore ou du brome, hein, des oxyhalides qui sont des chaînes ferromagnétiques euh, unidimensionnelles et avec une valeur de S égale 2 pour lié à l'ion Mn3+. On sait ces matériaux tendent à cristalliser dans des structures lamellaires. Et essentiellement parce qu'il y a des grandes différences radions, d'ions, de taille d'ion pendant avec les différentes spécifications anioniques. Donc ça permet de dépasser un certain nombre de distorsions structurales et ça permet aux matériaux de cristalliser dans des nouveaux types de structures. Que il a étudié ce type de matériaux à différents endroits, en Angleterre, l'université d'Oxford, à l'université de Liverpool, à l'université de Kyoto, où il a travaillé aussi sur des superconducteurs et sur des synthèses haute pression, haute température, qui permettent d'obtenir des supraconducteurs à très haute température critique. Voilà. Et maintenant, il travaille à l'Institut Néel. Si j'ai bien compris, Fabio, tes transparences seront en anglais, mais tu Oui, fais l'exposé en français. oui. Donc, je te laisse la main. Eh bien, merci beaucoup pour l'introduction et pour cette invitation de présenter mes travaux. Donc, moi, je fais tout un différent type de chimie. Je fais de la chimie du solide et principalement, je m'intéresse à des matériaux qui sont magnétiques ou supraconducteurs. Et on habite sur une planète dont le composant réactif principal, donc, qui est l'atmosphère, dont le composant réactif principal est l'oxygène. Et donc, dans les familles de matériaux fonctionnels qui ont été étudiées, c'est principalement des oxydes parce que c'est ce qui est le plus facile de préparer. On n'a pas besoin de prévoir une atmosphère spéciale ou des conditions particulières parce que on s'appuie sur l'oxygène qui existe naturellement dans l'atmosphère. Et au fil du dernier siècle ou du deuxième dernier siècle, ou des deux derniers siècles, il y a eu beaucoup de matériaux qui ont été étudiés avec beaucoup de compositions, de structures et d'environnements de coordination différents. Sauf que ça a été tellement étudié je dirais pas qu'on est à la fin de ce qui est découvrable, mais on a vachement restreint le nombre de nouveaux matériaux qui restent à découvrir. Donc, depuis un certain nombre d'années, on s'intéresse vachement à des matériaux qu'on dit matériaux à anions mixtes, qui sont des matériaux avec plus d'un anion. Et parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de degrés de liberté qui nous permettent d'accéder à de nouvelles propriétés et de nouvelles phases. Donc, dans le tableau périodique, on a plein d'éléments qui pourraient être anioniques. En plus de l'oxygène, on peut avoir des nitrures, des hydrures, des chlorures, des sulfures ou des anions qui sont plus complexes, par exemple un dioxygène, ou même des éléments qu'on n'a pas tendance à penser comme anioniques, comme du bismuth 3-. Le problème donc ces matériaux, ça nous permet d'avoir d'autres degrés de liberté, non seulement la composition et la coordination, mais on peut aussi changer le nombre de différents éléments autour d'un centre ou leur position ou leur taille, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de levier pour préparer des matériaux avec des propriétés qui nous intéressent. Et ça nous permet aussi d'accéder à des nouveaux types de structures différents qu'on ne peut pas accéder dans des matériaux qui sont monoanioniques. Le problème d'accéder à ces matériaux, c'est que c'est vachement difficile, ce qui fait que dans les bases de données, donc dans l'ICST, qui est la principale base de données des matériaux inorganiques, on trouve un ordre de grandeur plus d'oxyde simple que tous les matériaux à anions mixtes réunis. Donc là, il y a ce graphe, il date de 2018. Donc il y a à peu près 50 000 oxydes connus. Et pour tous les autres anions mixtes, il y a grand maximum
moins de 1500, qui sont les oxyfluorures. Donc ça, c'est parce que ces matériaux, en général, ils ont besoin de méthodes de synthèse plus particulières, d'atmosphères contrôlées ou d'autres méthodes pour les accéder. Et l'autre problème qu'ont ces matériaux, c'est que tous les degrés de liberté ne sont pas également accessibles. Donc, il y a un truc qui s'appelle les règles de Hume-Rothery, qui dit que pour des solutions solides, pour que deux anions puissent occuper le même site, il faut que leur taille ne diffère de pas plus de 15%. Et quand on regarde les anions qu'on a, ils ont des tailles euh, qui sont tellement différentes qu'ils ne peuvent pas occuper les mêmes sites cristallographiques. Ce qui se passe en général quand on a des tailles de plus de 15%, c'est qu'on a un ordre entre les différents ions qui vont se mettre en couches. Donc, si on regarde les anions qu'on utilise typiquement, qu'on les compare à l'oxyde, qui a un radius de 1,4, on voit que le fluor, il est à 1,33, qui est une différence de 5%, ce qui explique pourquoi on trouve plus d'oxyfluorure que d'autres types de matériaux aux anions mixtes. Parce que fluor, il peut occuper le même site qu'oxyde, ce qui n'est pas du tout vrai pour les autres anions qui nous intéressent, par exemple sulfure, chlorure ou bromure. Euh, donc la plupart des matériaux aux anions mixtes ont des structures à couches avec les différents anions sur des sites qui sont très différents, qu'on peut voir ici sur le, les oxyphosphures LANIOP, des oxysulfures, des oxychlorures, des oxysélénures et deux oxychlorures. Donc on voit ici que, par exemple, oxyde, il est dans cette couche-là, sélénure dans cette couche-là, ce qui fait que, en général, comme on peut pas, on n'est pas libre de modifier toutes les propriétés de la manière qu'on veut. Donc nous, on s'intéressait principalement à des oxychlorures de ce type ici, A2MO3Cl, pour voir si on pouvait modifier cet ordre et arriver à des matériaux qui n'ont pas cette structure lamellaire. Donc ça, c'est une grande famille de phases qu'on retrouve pour plein de métaux de transition différents. Donc ici, on a la structure du parent, qui est la structure d'une phase Rayleigh-Popper avec n égale 1, qui existe pour des oxydes avec des métaux qui sont 3D, 4D, 5D, et des ions dans cette couche interstitielle qui peuvent être calcium ou strontium. Quand on fait des oxychlorures, on retrouve toujours cette même structure, juste en remplaçant les oxydes apicaux par des chlores. Et on a aussi une grande variété de matériaux qui sont connus, principalement pour la phase A égale strontium, qui vont de scandium au nickel. Et on peut remplacer un deuxième oxyde par un chlore qui remplace l'autre oxyde apical ici. Donc ces phases, elles sont intéressantes en soi, mais d'un point de vue propriété, elles sont entièrement dominées par les liaisons qui sont métal, oxygène, métal. Parce que pour le super-échange, c'est beaucoup plus fort d'avoir des interactions qui sont à 180 degrés, dues au recouvrement orbitalaire. Et en général, tout ce que fait l'halogénure, dans ces cas-là, c'est qu'il réduit la dimensionnalité. Donc, pour pratiquement tous ces matériaux, avec tous ces métaux de transition différents, on retrouve des structures magnétiques qui sont de type antiferromagnétique type G, où on a des couches qui sont antiferromagnétiques avec, qui sont dominées par ces échanges dans les plans. Et tout ce que fait l'halogénure, c'est espacer plus les plans et réduire la température d'ordre, mais elle ne change pas fondamentalement les propriétés magnétiques. Donc nous, on a cherché à voir comment on pouvait faire des nouveaux matériaux qui n'adoptent pas ces structures lamellaires. Et on peut commencer par regarder dans les coordinations des ions.
Donc, on commence par le site A. On voit qu'on a 6 compositions connues avec A égale strontium et un seul matériel qui est connu avec A égale calcium. Ça, c'est parce que le calcium, il est beaucoup plus petit que le strontium. Et ce qui fait que, en fait, il est un peu trop petit pour être dans ces sites-là. Si on regarde les perovskites analogues, SrFeO3 ou CaFeO3, euh, SrFeO3, c'est cubique, groupe d'espace PM-3m, alors que CaFeO3 est orthorhombique, PNMA, parce que pour accommoder la plus petite taille du calcium, les octaèdres ont besoin de se distordre, mais comme ils sont rigides, ils ne sont pas flexibles, ils ne peuvent pas changer leur taille, il y a des rotations et des distorsions pour accommoder justement ce petit ion. La deuxième, donc l'idée qu'on a eue, c'est de coupler ces distorsions à une autre distorsion euh, structurelle pour essayer de favoriser une autre structure. Et donc à ça, on apporte une distorsion de type Ian Teller. Donc quand on a des orbitales qui sont dégénérées avec un nombre impair d'électrons, par exemple ici dans un site octaédrique, ce site a tendance à se distordre pour abaisser l'énergie de cette orbitale avec un seul électron. Donc, ça peut se faire soit avec une compression ou une élongation. Et ceci, on le retrouve par exemple dans du manganèse 3 high spin. Et c'est une distorsion qui est évidente dans la famille de SR2 MO3Cl. Comme on peut le voir ici, ça c'est le paramètre de maille A, le paramètre de maille C en rouge. On voit que pour le manganèse, justement, on a un matériel avec des paramètres de maille qui sortent un peu de la tendance des autres, justement dû à cet effet Ian Teller. Donc on s'est dit, si on fait Ca2MnO3Cl, est-ce qu'en couplant ces deux effets structuraux, on peut réussir à briser cette tendance de former une structure avec des couches? Est-ce qu'on peut simplement faire Ca2MnO3Cl? Donc on prend CaO, MnO2, MnCl2, on les scelle dans une ampoule parce que ça va être sous vide protégé de l'oxygène et on le met 12 heures à 850 degrés. Ce qui nous produit une poudre orange qui est sensible à l'humidité et qui a un cliché de diffraction qui est complètement différent à celui qui est attendu pour la structure de Ca2FeO3Cl. Donc ici en rouge, on a le cliché de diffraction du produit de cette réaction. En bleu, c'est une simulation basée sur sa structure. C'est assez difficile quand on fait une réaction de ce type de trouver la structure juste à partir d'un cliché de poudre. Parce que même si on est dans une ampoule scellée, on n'est pas sûr que le produit cristallin qu'on récupère à la fin est exactement la composition qu'on a. Dans ces pics, il y en a beaucoup. On n'est pas sûr de ce qui est phase principale, ce qui est impureté, ce qui est phase secondaire, on ne sait pas si c'est monophasé. Et donc, c'est tout un travail de faire de la résolution de structure d'un produit inconnu avec une structure inconnue, juste basée sur un cliché de diffraction rayon X sur poudre. Par contre, à l'Institut Néel, on a un nouveau microscope électronique. On peut faire du thème, ce qui nous permet de faire de la diffraction comme si c'était de la diffraction monocristal sur un grain de poudre. Donc, on commence par faire de l'EDX. On retrouve que sur 10 cristallites, on a en moyenne 2 calcium pour un manganèse et un chlore. Donc, on est content. C'est une bonne indication que c'est monophasé avec la bonne composition. Et on peut faire de la diffraction. On peut voir ici que ça diffracte très très bien. On peut faire toute l'indexation et et on peut trouver le groupe d'espace. Donc, ça indique qu'on a une structure qui est CMCM avec orthorhombique avec A975, 649, 658. Et à partir de ces données, on peut faire une cartographie de la densité électronique, ce qui nous permet de retrouver un modèle qui ressemble à ça et d'en faire une structure cristalline. Donc la structure cristalline indiquée par le thème ressemble à ça, où on a des plans carrés de manganèse 3 avec
4 oxygènes et des chlores qui sont qui occupent plus les positions apicales, mais qui se mettent dans ce qui était avant les positions équatoriales. Et pour accommoder la grande taille du chlore dans ces positions, il faut que ce qui était avant des octaèdres à 180, avec des manganèse, oxygène, manganèse à 180 degrés, il faut qu'ils aient une rotation. Si on prend ce modèle, on peut le confirmer contre les données de diffraction au rayon X. Donc, on peut voir ici l'affinement Rietveld de ce modèle et tout a l'air de coller très bien. On voit qu'ici, on a quelques raies qui correspondaient à des impuretés, ce qui nous aurait posé énormément de problèmes pour faire la résolution structure à partir de ces données uniquement. Mais grâce au thème, on peut avoir la structure cristalline sans aucune ambiguïté. De plus, on peut voir qu'ici, avec des images de STEM HADF, on peut superposer le modèle cristallin qu'on a au cliché de STEM HADF et on voit qu'on retrouve exactement la même correspondance entre le modèle cristallin et les images à la résolution atomique. Donc, dans cette structure, on a des chaînes de plans carrés de MnO4 qui sont le long de C et qui ont un angle entre elles d'à peu près 120 degrés. Et des paramètres qui sont tout à fait corrects par rapport à d'autres composés avec du manganèse 3 en plan carré, une valence de 3, donc tout correspond à la structure attendue. Une fois qu'on a ça, on peut très facilement faire l'équivalent au brome. On fait exactement la même réaction dans une ampoule scellée au vide. On remplace juste le chlorure de manganèse par du MnBr2. Sous les mêmes conditions, on retrouve une poudre qui est orange, qui est beaucoup plus sensible à l'air. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de faire des thèmes. On prend notre modèle structural de l'oxychlorure, on remplace le chlore par du brome, et on voit qu'ici, on peut directement faire l'affinement sur des données de diffraction au rayon X, et on retrouve un très bon accord. Une fois qu'on a ça, on s'intéresse aux propriétés magnétiques. Donc, on a fait des mesures magnétiques sur ce composé. On retrouve dans les deux cas une petite remontée ici autour de 48 Kelvin, qui est l'ordre ferrimagnétique de Mn2O3, une impureté qui est présente qui est toujours présente dans nos synthèses, mais à moins de 1% par masse. Dans les deux cas, on a des transitions antiferromagnétiques à 22 K pour l'oxychlorure et 19 K pour l'oxybromure. Et des feeds de Curie-Weiss qui sont consistants pour des manganèse 3 qui sont consistants pour des manganèse 3. La température de transition antiferromagnétique, elle est à 20 et 28 K pour l'oxychlorure et l'oxybromure, respectivement. À basse température, ce qu'on observe aussi, c'est une transition sous champ de type spin-flop. Donc, en vert, on a les données à 5K de l'oxychlorure. En jaune, de l'oxybromure. On voit ici qu'à 2 Tesla dans le cas de l'oxychlorure, on a une transition qui fait une forte remontée de l'aimantation et qui est aussi présente dans l'oxybromure à 4,8 Tesla. Pour trouver la structure magnétique, on a fait de la diffraction de neutrons. On voit ici les données de l'oxychlorure à 100K et de l'oxybromure à 100K. Donc, on a les structures cristallines trouvées par le thème. Et on peut affiner le modèle structural qu'on avait contre ces données qui nous donne un très bon fit. Ce qu'on en tire, c'est que l'oxychlorure, tout a l'air assez content. Pour l'oxybromure, le brome, il est plus grand que le chlore. Tout doit être un peu plus espacé, ce qui fait que tout est underbonded. Je sais pas comment dire en français. Mais
la valence du calcium et du manganèse sont sous-satisfaites. Ce qui explique en fait que ce composé, ce toxichromure, il est beaucoup plus sensible à l'humidité que l'oxychlorure. L'oxychlorure, il est stable quelques jours à l'air libre. L'oxychromure, par contre, il se décompose en quelques heures. Euh, Ce qu'on retrouve aussi, c'est que ces distances manganèse dans la chaîne est pratiquement égale dans les deux cas. Cet angle entre les deux est le même aussi. Euh, Tout ce qui change principalement, c'est les distances entre les chaînes, soit dans le plan BC, comme ici, ou dans la diagonale. Quand on fait la diffraction de neutrons à basse température, à 1,6 K, on a des raies en plus, donc ces raies ici, dans le chlore, et les mêmes dans le brome, ce qui nous permet de trouver la structure magnétique de ce composé. Donc on peut indexer ces raies avec un vecteur de propagation 1,5, 1,5, 0, et de là, on peut trouver la structure magnétique. Donc, au lieu d'avoir des plans qui sont antiferromagnétiques, qui sont couplés eux-mêmes antiferromagnétiquement, ce qu'on a, c'est un ordre ferromagnétique dans les chaînes qui, elles, sont couplées antiferro, avec un moment magnétique de 3,7 et 3,5 magnétons bord pour le chlore et le brome. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on regarde les chaînes et qu'on forme un triangle dans le plan AB, ici, cette relation entre cette chaîne et celle-ci est la même qu'entre celle-ci et celle-ci. Alors que cette chaîne, elle pointe vers le bas, celle-ci vers le haut et celle-ci vers le haut. Donc cette liaison ici, elle est ferro, cette liaison est antiferro. Donc l'interaction qui domine l'ordre magnétique, c'est celle qui se passe à travers les halogénures, qui est celle-ci ici, qui est en fait la distance la plus longue dans ce composé. Ce qu'on a aussi, c'est des températures de transition et des champs critiques qui sont beaucoup plus hauts dans le cas du brome que dans le cas du chlore. Donc on peut changer les températures d'ordre et le champ pour la transition spin-flop avec l'halogénure. Parce que ce qui domine les interactions ici, c'est cet échange à travers l'halogénure. Et dans ce cas, les interactions à travers le brome sont beaucoup plus importantes que celles à travers le chlore. Ce qui est consistant avec ce qui avait été vu auparavant dans les dihalogénures de manganèse. Donc ici, on peut voir qu'avec le brome, on est toujours plus haut qu'avec le chlore, sauf que dans ce matériel, on peut avoir un ordre de grandeur de température plus élevé. Donc, pour conclure, ici, on trouve deux oxyhalogénures avec un nouveau type de structure qui contient des chaînes de Mn3+ en plan carré. C'est des chaînes qui sont ferromagnétiques couplées antiferro avec des propriétés magnétiques qui sont dominées par l'interaction à travers l'halogénure. Ce qui nous permet d'arriver à ce nouveau type de structure, c'est le couplage entre différentes distorsions structurelles, donc la petite taille du calcium plus la distorsion ientellaire du manganèse. J'aimerais remercier mes collaborateurs à l'Institut Néel, Christophe et Stéphanie pour le thème, Claire pour la diffraction de neutrons, et mes collaborateurs à l'Université d'Oxford, Mike Hayward, et j'aimerais bien vous remercier à vous pour votre attention. Merci Fabio. Et pour le moment, je ne vois pas de questions sur le chat.
Euh, bon, moi, je vais te poser ma question habituelle parce que bon, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que vous avez regardé l'effet de la pression sur ces, sur ces matériaux? Pas encore, c'est l'étape suivante. Étape suivante. Oui, parce que ça doit pouvoir changer pas mal de choses quand même. Il y a quand même des différences de rayons atomiques qui sont très importantes et du coup, la pression va réduire cette différence, hein. Donc, on va aller vers un état beaucoup plus équilibré. Ça serait intéressant de voir effectivement qu'est-ce que c'est que cet état équilibré où les distances seront moins différentes que pour les autres matériaux, quoi. Ok. Toujours pas. Si j'ai un remerciement pour le bel exposé, mais j'ai pas de questions. Écoutez, on a presque fini. S'il n'y a pas d'autres questions, on va encore remercier Fabio et Émilie de leur exposé, très très différents l'un de l'autre, mais qui illustrent bien le thème des matériaux fonctionnels. Et je remercie tout le monde de leur participation. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, bah, on retrouvera ce thème lors du colloque Ah oui, matériaux en novembre 2026 et le prochain webinaire aura lieu au mois de mai. et Merci. effectivement, on vous donne rendez-vous pour, dans un mois où on aura des webinaires sur les propriétés optiques et optoélectroniques des matériaux. Merci à tous. Merci, au revoir.